social oblige. Néanmoins, on a essayé avec toute l'équipe de la CSG Montréal de vous proposer aujourd'hui une série de micro-présentations qu'on a appelées Flash Talk sur des sujets puis des nouveautés qui, on l'espère, là, vont vous allumer. L'objectif, c'est de tester l'approche Flash en présentation approximative là, de 5 minutes, puis de susciter entre vous là, le partage d'informations. Vous l'aurez deviné, là, on ne veut pas décrire en détail chacun des sujets, mais on veut essayer de susciter votre curiosité, d'éveiller votre curiosité, puis peut-être de vous donner l'envie de fouiller un peu plus dans chacun des sujets à l'aide des informations qu'on va vous donner. Donc, avant de commencer, quelques règles d'usage. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Allumez vos caméras et posez vos questions via le chat de Zoom. On pourra répondre à certaines d'entre elles à la fin de la séance. Donc, on espère que ça va vous plaire. Puis, sans plus attendre, je vous énumère les sujets qui vont être traités aujourd'hui. Donc, SATP et Full Motion FMV for ArcGIS, un duo prometteur à Laval, avec Hassan Feki. Les meilleures applications de collecte de données 2021 avec Manon Blackburn. Les tuiles vectorielles et leur utilisation par la CMM avec Nicolas Delfont. La démarche en évolution de données ouvertes de Montréal avec Véronique Dufort. La cartographie d'un jeu vidéo style Voxel avec David Pelletier. Et un survol de 20 ans de géomatique avec Martin Chevrier. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Hassan Feki. Hassan, c'est à toi. Alors bonjour, juste le temps de partager mon écran. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Hassan Feki. Je remercie la CSG, la section de Montréal, de me donner l'occasion de vous présenter cette démarche d'innovation réalisée au Centre d'excellence en géomatique, plus précisément dans le domaine de l'adronautique. Je remercie particulièrement Julien Belvisi d'avoir encadré ma pratique au CSG depuis 2019. Donc, en quelques minutes, je vais vous faire le topo sur cette innovation qui tourne autour de l'utilisation combinée de SATP avec Full Motion Video, FMV, sur une thématique qui concerne les besoins réels du service de l'environnement pour la caractérisation des berges des cours d'eau. Alors, ouais. Donc, avant de commencer, je vais vous faire une brève présentation du CEG. Donc, c'est le service de géomatique de la ville de Laval. C'est la mutualisation des ressources de géomatique de la ville. C'est une gouvernance, c'est la centralisation de la gouvernance des systèmes et des données. C'est une vision d'abord d'une administration municipale moderne, mais aussi d'une vision de se positionner en leader du domaine, notamment par l'innovation et l'excellence. C'est aussi un service orienté vers sa clientèle interne et externe. Alors, comme je vous ai dit, je m'occupe de l'aéronautique au CEG. On est l'une des premières villes à avoir décidé d'internaliser la dronautique dans sa pratique. C'est pour ça qu'on est en mesure de mener différents projets opérationnels qui viennent répondre aux besoins réels des services de la ville. Pour la présentation d'aujourd'hui, je vais vous parler de la caractérisation du mandat de l'environnement pour la caractérisation des bandes riveraines. Nous avons attaqué ça sous l'angle de l'innovation à travers l'utilisation de l'adronautique et d'une captation vidéo. Et ce n'était pas de le jouer d'avance parce qu'il y avait peu ou pas de travaux comparables et des exemples sur lesquels on pouvait se référer. Alors, il existe différentes formes de caractérisation. Nous, on a choisi l'IQBR, donc c'est l'indice de qualité de bande riveraine. Il décrit l'occupation relative du sol par 10 composants déterminés par un protocole gouvernemental suite à des recherches scientifiques. Donc, nous avons un exemple ici dans le schéma. Donc, il y a les 10 composants, les strates arbustives, arborescentes, herbacées, forestières, etc. Donc, on décrit leur occupation par un pourcentage. Ensuite, ce pourcentage, il est pondéré en fonction de l'importance du rôle que joue ce composant dans la protection du milieu naturel. Donc, la formule, enfin, c'est la somme des pourcentages pondérés, le tout divisé par 10. Donc, pour notre projet, nous avons choisi le ruisseau Sainte-Rose, c'est le numéro 2 sur le schéma ici, parce que bon, il est petit, puis il présente assez de contexte pour l'exercice. Il a une longueur de 2 km 200. Donc, des éléments de méthodologie, la ville de Laval a une procédure de caractérisation rédigée par le service de l'environnement qui est inspirée par le protocole gouvernemental. Elle commence par une analyse réalisée par le CEG qui utilise les données LIDAR et les données d'assises. Donc, nous avons ici dans le diagramme, on commence par les données LIDAR, on extrait
le modèle numérique des hauteurs qu'on classifie pour l'extraction de la végétation. Ensuite, on combine tout ça avec le reste des données pour l'extraction des composantes à l'intérieur des placettes. Donc, les placettes, c'est des quadrilatères d'échantillonnage le long des berges de 15 mètres. Dans notre cas, ils ont 15 mètres de largeur le long du cours d'eau, puis une profondeur de 15 mètres. Ensuite, la forme du quadrilatère, elle va changer en fonction de l'évolution du ruisseau. Euh, donc ensuite, il existe deux façons d'agir selon que si l'on dispose de photos aériennes pour la phase d'analyse / validation de la pré-analyse LIDAR. Malheureusement, ces photos ne sont pas géoréférencées pour les exploiter. Donc les opérateurs ils doivent utiliser différentes solutions comme par exemple le PowerPoint pour arriver à se situer dans les placettes. Donc dans notre méthode, nous proposons l'utilisation de NSATP pour capter une vidéo qui sera géoréférencé avec le module FMV. Justement, c'est là l'innovation qu'on propose. Notre objectif étant d'éviter au maximum possible les sorties classiques de terrain et de faciliter les activités du service concerné. Désormais, l'opérateur va pouvoir effectuer son travail dans le confort de son bureau avec plein d'options que je vous présente maintenant. Donc, c'est quoi le FMV? C'est le Full Motion Video. C'est un add-in qui vient avec l'extension Image Analyst de ArcGIS Pro, dans notre cas, la version 2.6. Donc, il permet d'exploiter des vidéos géoréférencées et de les intégrer dans les SIG. Généralement, les vidéos ne sont pas géoréférencées. Ils n'ont pas les métadonnées incorporées dans le fichier source. Pour cela, le géoprocesseur multiplexer qui vient avec le FMV va nous permettre d'intégrer ces données-là. Alors, comment ça marche? On commence par mettre notre vidéo source. Les métadonnées ici qui doivent être selon la norme MISB qui comporte 87 paramètres. Nous, dans notre cas, on a utilisé l'application SiriusOS qui, elle, nous permettait d'avoir 12 sur les 87 paramètres, mais on est dans la norme MISB, donc ce qui a permis d'exploiter, de faire marcher le multiplexer. Donc, le cas où on ne dispose pas de ces métadonnées dans la norme MISB, ben, on peut utiliser le champ Metadata Mapping File qui nous permet de sortir la cartographie des champs pour faire la correspondance entre la norme puis la présentation de notre fichier de CSV de métadonnées. Ensuite, il reste une option pour le time shift pour rattraper les lags dans la vidéo. Donc, si on voit un exemple du résultat que ça donne, bon, dans notre cas, il n'est pas encore parfait. Il y a encore un travail de synchronisation à faire, puis de synchronisation à faire. Donc, les résultats, au début, on a commencé, on a eu plusieurs échecs au début. Essentiellement, c'était, c'est-à-dire, on a travaillé avec une équipe du CEG pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne marchait pas. On a eu l'aide d'une équipe de Esri Canada. Puis, on est arrivé à identifier deux problèmes majeurs. Donc, d'abord, les paramètres de région et de date dans le système qui, eux, vont fixer les séparateurs, les décimales dans les fichiers CSV. Et dans notre cas, il ne fallait pas trop s'éloigner du nadir, justement à cause de l'élément que je vous ai dit, on dispose seulement de 12 paramètres sur 87, ce qui ne me permettait pas nécessairement une bonne reconstitution du cadre de l'image. Alors voilà le nouveau cadre d'analyse. Donc la fenêtre pour le lecteur vidéo, elle peut être tassée, donc on peut utiliser deux écrans. Donc sur l'une, moi je les ai agrandis, puis j'ai retourné la vue de la carte pour qu'elle soit un peu cohérente avec l'affichage de la vidéo. Donc d'un côté, on a la carte sur laquelle on peut afficher nos différentes feature classes, puis ces feature classes peuvent être aussi partagées sur la vidéo, sur la vue vidéo. Puis voilà, on fait jouer la vidéo, on voit donc la nature de l'espace, puis on peut comparer avec le résultat de la préanalyse LIDAR. Donc, ça nous a permis, entre autres, de donner un type idéal, mettons, de SATP. Donc, on doit disposer d'un positionnement RT4, donc embarqué pour la précision professionnelle. Utiliser une solution qui fournit le plus possible de métadonnées.
faire voler l'ATP le plus bas possible pour une meilleure résolution, avoir un maximum d'autonomie pour justement gagner du temps lors de l'opération, améliorer les moyens du poste de commande pour pouvoir justement maîtriser bien les paramètres de l'image, utiliser un modèle STATP certifié pour des zones contrôlées, parce qu'ici, le territoire de Laval, il est couvert par une grande partie par un espace aérien contrôlé. Ensuite, favoriser un modèle de SATP qui peut qui soit certifié pour survoler les passants, ça va faciliter les opérations, puis favoriser une exécution automatique de l'opération. Donc, les prochaines étapes, comme je vous ai dit, nous avons quelques défauts à corriger, notamment par rapport au positionnement. On doit chercher à adresser la cartographie des champs de notre modèle de SATP qui lui fournit 200 paramètres de métadonnées. Donc, on doit faire le triage pour faire la correspondance avec la norme MISB. Le deuxième point, ça va concerner la synchronisation donc, de l'affichage pour mieux l'ajuster puis faciliter le travail des opérateurs. Et pour finir, sur le plan des équipements, nous regardons pour une meilleure capacité technique d'intervention. Pour finir, donc, la conclusion, notre conclusion, c'est que le processus, la méthode que nous proposons dans l'ensemble est facile et flexible pour l'utilisation, malgré un démarrage très difficile. Il y avait peu ou pas de défis opérationnels pour ce type d'opération, puis ça permet de donner une meilleure réponse aux besoins du service mandataire, le service inter, service de l'environnement. C'est une innovation par rapport à l'utilisation de la vidéo géoréférencée, notamment sur les opérations de dronétique. Nous regardons pour ça pour faciliter, pour gagner du temps, faciliter nos opérations. Puis c'était encore une nouvelle occasion de prouver que la fiabilité et puis la légitimité de l'utilisation des SATP dans l'organisation municipale. Merci pour votre attention. On pourrait passer tout de suite avec Manon. J'avais peur. Parfait. Bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Manon Blackburn. Je suis directrice des opérations SIG et relevé d'infrastructure chez Efigis. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler en quelques minutes des meilleures applications de collecte de données en 2021. Donc, j'espère que tout le monde, vous voyez mon écran. Je crois que c'est bien fonctionnel. Donc, Oups, j'ai un petit pépin, ça n'a pas changé. D'accord. Alors, au niveau des incontournables applications en SIG professionnel, j'ai dit SIG professionnel parce que dans le domaine des applications, il y en a plusieurs disponibles pour un peu monsieur, madame, tout le monde en termes de création de cartes personnelles où on peut ajouter des piche-points quand on fait des voyages ou ces choses-là. Donc, aujourd'hui, principalement concentré sur le professionnel. Donc, évidemment, Collector, dont la réputation n'est plus à faire, qui, depuis l'automne passé, a migré sous le nom de ArcGIS Field Maps. Donc, c'est propulsé par Esri. Donc, le point le plus fort de cette application-là est bien évidemment la fluidité des données au niveau du traitement des données. Donc, comme la suite Esri est très complète, donc avec le serveur, la bureautique et la solution sur le terrain, donc c'est très facile au niveau du flux de données. C'est aussi multiplateforme iOS, Android et Windows, donc c'est un avantage. Et on peut faire des belles cartes avec des attributs, des symbologies qui sont un peu dynamiques en fonction d'attributs. Je pourrais vous en parler pendant des heures, j'ai 5 minutes, fait qu'on va faire assez vite. Toutefois, bon, c'est SRI, ça reste gros, c'est pour les professionnels, donc ça prend quand même des spécialistes au sein de l'équipe pour être en mesure de déployer des cartes pour aller faire de la collecte. Et les scénarios sont plutôt linéaires, donc c'est une question après l'autre qui défile sans tenir compte nécessairement des réponses des questions précédentes. Aussi, en mode déconnecté, la validation des champs est plus ou moins bien intégrée. Donc, des fois, on a un peu de difficulté à faire des validateurs en mode hors connexion.
Ensuite, on a les produits EasyTag qui ont migré en solution on-pause Cloud Collect. Donc, c'est propulsé par Effiegis. EasyTag existe depuis de nombreuses années. Maintenant, disponible en version iOS qui s'en vient et Android. Donc, le point le plus fort de cette application-là, c'est vraiment au niveau des scénarios de collecte. Donc, en fonction de différents attributs, on peut poser des questions beaucoup plus pointues, puis s'assurer que les champs qui sont obligatoires soient bien documentés. Donc, ça facilite la collecte au niveau du terrain. Les validateurs sont aussi très bien intégrés et sont assez génériques. Donc, ça peut rentrer aussi dans des validateurs plus complexes là, que juste c'est un entier, c'est un double ou c'est des caractères. Il y a la possibilité d'intégrer, de collecter des récepteurs GNSS. Donc, on peut augmenter évidemment la correction là, de nos éléments, donc des éléments plus précis, soit en RTK, donc en temps réel ou en post-traitement. L'inconvénient, toutefois, bon, le flux de données est un peu moins fluide parce que c'est un format propriétaire, donc il faut passer par les exports. Et dans cette première version, la symbologie par attribut n'est pas encore offerte, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, du côté libre, donc les 2 premières applications étaient payantes. Au niveau du libre, il y a QGIS qui propulse QField, qui utilise dans le fond les mêmes librairies que QGIS. Donc, si vous êtes familier avec QGIS, QField s'intègre bien dans ça. Par contre, c'est seulement Android et ça prend vraiment de très, très bonnes connaissances. Là. On sait, l'open source, c'est bien démystifié, mais ça reste un peu pointu. Donc, ce n'est pas simple à déployer, puis ça prend un petit peu de programmation. En fait, il existe aussi des applications que je dirais un peu moins SIG, donc sont orientées vers du GIS, mais plus en mode de scénario qui permet une collecte de données beaucoup plus diversifiée avec des scénarios plus éclatés. Par contre, ils sont très, très, très simples à déployer. C'est aussi multiplateforme. Donc, c'est le cas de Survey 123 qui est propulsé par Esri. Qui permet de collecter des données, pas nécessairement juste géospatiales, mais de tout acabit pour lequel il y a des éléments géospatiaux qui sont connectés. Par le passé, c'était seulement des points. Depuis les dernières versions, donc, il y a la possibilité de collecter des lignes et non seulement d'ajouter des éléments, mais d'en faire aussi la mise à jour. Donc, ça devient un aspect bien intéressant. Dans le même type d'application, il y a Fulcrum aussi qui est sensiblement similaire à Survey 1, 2, 3. Par contre, il y a déjà des gabarits de base qui sont disponibles. Donc, si vous avez des cueillettes d'informations à faire en environnement ou sur des éléments tout aussi différents que le géospatial, il y a plusieurs gabarits qui existent. Par contre, eux, ils se limitent seulement à des points. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ajouter des vidéos. Les radios-boutons, le visuel est beaucoup plus dynamique là, que linéaire comme Collector ou OnPost Cloud. En fait, ce qui est important aussi de considérer dans le choix de vos applications, c'est les besoins. Donc, en fonction des projets, il peut y avoir différentes solutions qui s'adaptent à différentes applications. Et les questions à vous poser, donc la portabilité, est-ce que j'utilise ça iOS, Android, sur des tablettes Windows? Est-ce que j'ai besoin de positionnement précis ou pas? Est-ce que c'est des ajouts, c'est de la mise à jour, c'est juste des points? Flux de données, c'est un one-shot deal ou c'est quelque chose qui s'imbrique dans des longs processus de mise à jour et de traitement de données. Puis en fait, les membres de l'équipe, est-ce que c'est des gens spécialisés, c'est des non-initiés, autant dans le bureau que sur le terrain. Donc, c'est bien important de vous poser ces questions-là. Alors, je vous souhaite une bonne collecte à tous. Merci, Manon. On pourrait passer tout de suite avec Nicolas. Oui, m'entends-tu comme il faut? Oui, on t'entend. OK, parfait. Alors, moi, je vais vous parler aujourd'hui de tuiles vectorielles et de leur utilisation à la CMM. En théorie, vous voyez mon écran. Alors, pourquoi les tuiles vectorielles? D'abord, un tout petit mot sur Anagraph. Donc, Anagraph, c'est une compagnie fondée il y a 5 ans. Notre mission, ça a été toujours d'être à l'innovation des technologies de l'information géospatiale et principalement très orientée sur la diffusion, l'analyse, puis la diffusion, la visualisation de données spatiales sur le web. Quand on a commencé en 2015, il y avait une autre entreprise aux États-Unis qui s'appelle Mapbox qui était un peu le fer de lance de ces nouvelles tendances géospatiales pour essayer de shaker un petit peu les façons de faire dans le monde de la géographie puis des SIG.
Et ils ont développé au fil du temps un standard qui s'appelle le MVT pour Mapbox Vector Tile, qui sortait un peu des standards de l'OGC en termes de diffusion web. Donc, on n'est pas dans le WMS, on n'est pas dans le WFS. C'était comment on fait pour afficher dans une interface web des informations qui contiennent tout l'ensemble des vecteurs et qui ne sont pas aplatis comme des images, comme des rasters, ce qui était le cas dans le WMS. Le WFS, il y a 5 ans et encore aujourd'hui, si on veut afficher un WFS dans une interface web, donc un Web Feature Service, on va avoir des problèmes de latence, on va avoir des problèmes de performance liés à ce standard. Les WMS sont beaucoup plus rapides, mais on perd tous les attributs qui sont contenus dans les vecteurs parce qu'on est limité à du raster. Le Mapbox Vector Tile, donc le MVT, permet un peu d'éclater ce système-là, puis il est amplifié par l'arrivée du WebGL et du HTML5 qui permet d'afficher un énorme volume de données sur le web. Donc, la CMM nous a contactés à l'automne dernier pour faire un projet en collaboration avec K2 et leur logiciel JMap pour pouvoir développer un observatoire territorial dynamique, donc arriver à publier un gros ensemble d'informations pour les élus, pour les analystes, les urbanistes de la CMM, pour pouvoir mieux prendre des décisions en évitant d'aller utiliser des outils SIG bureautiques, que ce soit open source ou que ce soit propriétaire. Donc, on leur a proposé cette interface que je vais vous présenter en live, qui démontre un peu le potentiel des tuiles vectorielles. Donc ici, ce qu'on voit déjà, c'est sur le territoire de la CMM, c'est l'occupation du sol qui est répertoriée par couleur. Jaune pour le résidentiel, rose pour le commercial, violet pour l'industriel, etc., etc. Puis déjà, on peut voir, il y a à peu près 350 000 polygones qui sont affichés à l'écran. Puis on est capable de naviguer dans cette interface très, très, très rapidement. Ce qu'on est aussi capable de faire avec des tuiles vectorielles, ce sont des calculs à la volée. Donc, vous voyez ici, on a créé un widget, ce qu'on appelle un widget de catégorie qui permet de représenter le pourcentage de chacune des catégories qu'on voit à l'écran. Donc là, je vois 34% de résidentiel versus 26% de réseau routier. Mais si je déplace ma carte, on va voir que tout va se calculer à la volée. Idem pour la densité de logement, qui est une valeur utilisée par les villes pour savoir comment l'étalement urbain ou comment le développement se fait par ville. Donc, on est capable de venir calculer des formules puis des statistiques BI à la volée parce que la tuile vectorielle qu'on affiche à l'écran contient l'ensemble des champs qu'on a l'habitude de voir dans un shapefile, mais maintenant accessible par le browser et donc en JavaScript de faire des calculs à la volée. Donc, on peut filtrer. Si je veux voir uniquement le résidentiel, je suis capable de le faire. Si je veux rajouter l'industriel, bon, vous comprenez le principe. Donc, d'autres démos. Ici, on affiche une autre valeur sur la densité de population. Donc là, on va se brancher sur les données de StatScan. Puis vous voyez, on a les StatScan pour l'ensemble du Canada. Je peux zoomer out, je peux zoomer in. Puis là, on affiche l'ensemble des aires de diffusion. Puis donc, on affiche encore des dizaines de milliers de blocs. Puis je suis capable, encore une fois, de calculer à la volée des valeurs. Donc là, je vois, il y a 470 000 personnes dans mon B-Box. Si je zoome out, forcément, je vais avoir plus de monde. Tout est capable de se recalculer à la volée. Je peux même faire des sélections en temps réel sur des zones. Donc, si je veux calculer sur un rayon de 500 mètres ce qui se passe, ben OK, dans ce rayon spécifique, il y a 26 000 personnes. Je peux même ajuster la taille du rayon en temps réel. Puis, les tuiles vectorielles vont être capables de me fournir les résultats de ce que je suis en train de voir. Un truc qui est assez surprenant aussi, c'est le volume qu'on est capable d'afficher. Donc là, on a réussi à avoir l'ensemble des bâtiments de la grande région de Montréal. Donc, il y a 1 million de points qui sont affichés à l'écran. Puis là, on les agrège à la volée. On utilise des cellules H3 pour pouvoir agréger sur des formes hexagonales. Mais l'agrégation se fait à la volée, puis on est capable de faire des calculs. Donc, si je veux, par exemple, faire une timeline sur qu'est-ce que ressemblait Montréal avant 1950, ben, je suis capable de filtrer automatiquement cette zone-là, puis de calculer ma timeline à la volée. Si je veux voir qu'est-ce qui s'est construit dans le Grand Montréal dans les 5 dernières années, ben, je suis capable de le faire. Puis à un moment, quand je vais zoomer in, ben, je vais avoir même les points qui s'affichent. Donc là, je vais me remettre sur toute la timeline. Donc, vous voyez un peu la rapidité avec laquelle on est capable d'afficher des éléments dans des tuiles vectorielles pour afficher des ensembles de données qui commencent à être volumineuses. Donc, on parle d'1 million de points, donc ça commence à être sympa. Puis un autre exemple, encore une fois, on utilise beaucoup les tuiles H3, les cellules H3 pour agréger des informations. Encore une fois, c'est super intéressant de pouvoir
afficher des cellules sous forme de tuiles vectorielles, puis de venir faire des calculs à la volée pour pouvoir changer son style. Là, c'est la densité de logement, mais par exemple, si je voulais afficher la valeur immobilière ou d'autres affaires, je pourrais changer le style à la volée en gardant cette cellule-là. Voilà un petit peu, c'est ça, le potentiel de ça. Pour terminer, un petit mot sur comment on fait des tuiles vectorielles ou comment on les consomme, c'est que c'est devenu très, très, très commun. Donc là, dans cette application-là, JMap propulse une partie des données, puisque JMap fait du WMS, mais depuis sa dernière version est capable de faire de la tuile vectorielle. Puis il y a d'autres qui sont nos serveurs de tuiles. Esri avec ArcGIS Server s'est adapté et a développé aussi ce système de tuiles vectorielles avec ArcGIS Server. Maintenant, il y a des dizaines et des dizaines de serveurs qui sont capables de le faire. Nous, on en a développé un qu'on appelle affectueusement Tyler, qui permet de faire du tuilage. Puis qu'en fait, la magie derrière tout ça, c'est PostGIS, parce que tout ce que vous avez vu à l'écran, c'est PostGIS qui distribue en temps réel la donnée. Il n'y a rien qui est caché. C'est PostGIS qui affiche en temps réel le résultat de requêtes et de fonctions grâce à une méthode qu'on appelle le ST-ASMVT. Donc, si vous utilisez PostGIS, ST-ASMVT, ça part dans un serveur de tuiles, puis vous pouvez ensuite l'afficher dans une application JavaScript qui est capable de l'afficher, comme Leaflet, Mapbox.jl, S3, peu importe, ArcGIS Online. Et voilà, ça fait pas mal le tour de ce qu'on peut faire. Donc, ST-ASMVT pour PostGIS, mais Oracle, SQL Server sont maintenant capables de servir ça avec un petit peu moins de vélocité, mais ça s'en vient comme une norme et à utiliser dans nos applications web. Fait que voilà, je passe la main. Merci Nicolas. On pourrait passer avec Véronique. Oui, bonjour tous. Je vais vous présenter mon écran. Voilà, on est parti. Est-ce que vous voyez tous bien? Je vais prendre ça pour un oui, faites signe si on ne voit pas. Donc, je m'appelle Véronique, je travaille au laboratoire d'innovation urbaine de Montréal et je suis en charge de l'équipe des données ouvertes. Donc, c'est un peu de ça que je viens vous parler aujourd'hui. La démarche de données ouvertes, évidemment, les données ouvertes, ce n'est pas que des données géospatiales, mais mon cœur de géomaticienne est toujours à la géomatique, puis je crois vraiment qu'à travers tous les actifs d'une ville, il y a toujours une composante géospatiale. Donc, c'est important que la communauté géomatique s'approprie les données ouvertes et y contribue pour qu'on amène ça vraiment à un autre niveau. Alors, je venais vous présenter un peu pourquoi on fait des données ouvertes. Historiquement, la Ville de Montréal, on est dans les données ouvertes depuis 2015, voire même avant, mais on a vraiment plongé là, avec une politique de données ouvertes et directives sur la gouvernance depuis 2015. Puis pourquoi on fait des données ouvertes? C'est d'abord pour la transparence gouvernementale. Évidemment, on veut permettre aux citoyens de connaître comment fonctionne la ville, augmenter la confiance, mais honnêtement, à travers le temps, on a réalisé que c'est une démarche qui est vraiment utilisée comme efficacité organisationnelle par les portails de données ouvertes. On favorise la collaboration avec les autres paliers de gouvernement, les villes, etc., et voire même à l'interne. Pour nous, c'est aussi un levier pour le développement économique. C'est un point important dans le monde de la géomatique parce que nous, ce qu'on veut avec les données ouvertes, puis même la licence qui est très ouverte, là, qui permet une réutilisation, c'est de favoriser la création d'outils, le développement pour qu'à terme, on ait plus de services aux citoyens qui ne viennent pas que de la ville et que ça génère plus d'engagement des citoyens pour leur ville. Donc, la démarche de données ouvertes, je l'ai mentionné, on a des politiques, des directives, mais à travers notre démarche au fil du temps, on a fait un énorme inventaire de données. On a généré un réseau d'ambassadeurs. On a des processus d'automatisation de données qui sont encore là en train d'être automatisés. Il y a de nombreuses données qui ne sont toujours pas automatisées, mais on fait vraiment des efforts pour offrir des données qui sont de plus en plus de qualité, précises et qui répondent aux besoins des citoyens. Puis là, récemment, on a lancé un nouveau site web avec une composante de visualisation parce que ce qu'on voyait, c'est que les données s'adressaient vraiment à un public très niche, un public de spécialistes dont je suppose le monde de la géomatique faisait partie parce que vous devez aller probablement chercher les données, les télécharger, mais ça ne s'adressait pas au public moyen. Donc là, on commence à ajouter des visualisations. À travers notre démarche, évidemment, là, on traite plus large aussi. Les données ouvertes, c'est une petite fenêtre sur ce qui se passe en matière de gouvernance pour la ville, fait que ça permet même
de travailler la gouvernance, améliorer la qualité des données, même en Inde. Ce que je venais vous montrer, c'était surtout le nouveau portail de données ouvertes dans les minutes qu'on a ensemble, là. Donc, on a fait un nouveau site web de données ouvertes qui intègre des visualisations. Et pour la suite, ben, on va intégrer davantage de littératie numérique, c'est-à-dire offrir des ressources, une knowledge base pour que les gens puissent s'approprier davantage les données. Puis c'est pour ça que moi, je veux inviter tout le monde, dont la communauté géomatique, ben, à venir nous dire qu'est-ce que vous voulez, parce que les utilisateurs de données ouvertes, on ne les connaît pas, nous, à cause de la licence, dans le fond. On ne sait pas qui l'utilisent, on a vraiment besoin de savoir qui sont les utilisateurs puis qu'est-ce qu'ils en font pour mieux servir. Je vais aller sur le nouveau site. Je suis certaine que vous le connaissez tous, là, le nouveau site de données ouvertes, mais le voilà. Tout son intérêt, en fait, en passant ce nouveau site-là, il est aussi disponible sur GitHub en code libre. Donc, quiconque voudrait se faire un site, ben, vous pourriez développer votre propre site puisque le code est disponible. On a fait une mise à jour de notre site parce qu'on estimait que l'esthétique devait être collée davantage à montréal.ca. Mais surtout, à travers ce site-là, ben, on a une nouvelle section, bon, plein de sections qui sont classiques, là, des actualités, un bloc de recherche, etc. On a également une section applications qui est ici, qui présente des applications de la ville, mais surtout des applications citoyennes. Donc, c'est une invitation aussi pour que vous puissiez, vous, si vous faites des applications qui sont intéressantes, appuyées par les données de la Ville de Montréal, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on les publicise aux applications, vu que ce site web appartienne aussi aux citoyens, que ce soit des citoyens corporatifs ou non. Et peut-être une petite parenthèse là, sur, je vais aller voir nos fameuses données. Ben, si vous voulez voir ce de quoi a l'air les données puis les visualisations, ben, dorénavant, vous voyez, là, la forme a quand même changé et on a dorénavant des visualisations. Évidemment, c'est du live, fait que là, ça ne va sûrement pas se générer puisqu'on est là. Mais les visualisations sont faites avec l'outil ClickSense. Puis là, ben, maintenant, on peut voir les données. Ça, c'est des petites visualisations que nous, on a faites, là, mais on peut manipuler les données, voir seulement, par exemple, ici, les permis de transformation. Bon, c'est des outils dynamiques. Donc, ça fait le tour. Mon message, c'est de vous proposer de collaborer puis de contribuer à la démarche. Et je vais laisser la parole à la présentation suivante. Il en reste des super intéressants. Voilà. Merci, Véronique. On passe avec David Pelletier. Bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran. Oups, ça dit que je ne peux pas partager tant que Véronique partage encore. Oups. Voilà. Merci. Bon, le partage. Et voilà. Donc, vous devriez voir mon écran. Je vais prendre, comme Véronique tantôt, pour acquis que vous voyez. Oui, ça marche. OK. Et voilà. Bon. Puis il me part évidemment sur la deuxième slide. Donc, bonjour, mon nom est David Pelletier, je suis développeur en géomatique chez Hydro-Québec, mais aujourd'hui, je vous parle d'un projet personnel sur un thème des jeux vidéo, un sujet qu'on n'entend pas souvent parler dans le domaine de la géomatique, mais qui est quand même très pertinent pour la géomatique. Donc, ma deuxième slide est déjà gâchée. Quand on voit cette image-là, un titre de jeu voxel, tout le monde pense à Minecraft. Dans ce cas-ci, non, ça a déjà été fait par beaucoup d'autres personnes. Je parle plutôt d'un jeu qui s'appelle Vintage Story, qui a été développé par un couple lettonien, mari et femme, qui ont lâché tout ce qu'ils faisaient, qui se sont lancés pour faire le jeu vidéo de leur rêve à temps plein.
Donc, c'est un petit jeu indépendant qui, oui, à première vue, a l'air de la même chose que Minecraft, mais en arrière de ça, c'est aussi une simulation assez avancée, où il y a des saisons, l'agriculture est simulée, la métallurgie, la géologie du monde. Donc, c'est vraiment un thème un peu plus pour adultes. Donc, pourquoi est-ce qu'on voulait faire une carte en ligne pour le jeu? Il y a plusieurs raisons. C'était pour diriger les nouveaux joueurs dans le monde, parce que plus il y a de joueurs qui jouent dans ces genres de jeux-là, plus le monde grossit, plus ils sont perdus, qu'ils ne savent pas où aller. Pour permettre de planifier aussi des itinéraires, vu que c'est un monde réaliste, il y a des montagnes, plein de choses qui empêchent les déplacements, aider les gens à localiser les ressources qu'ils ont besoin, exemple la pierre calcaire, des choses comme ça. Puis, évidemment, visiter les autres groupes de joueurs. Donc, à l'origine, la carte du jeu avait l'air de ça. Donc, on voyait la zone immédiatement autour de nous. Le joueur, c'est le petit point blanc qui est au centre. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, qui est ici. Puis, par exemple, un autre joueur était là. Mais on ne voit pas du tout le terrain entre là. Même si le joueur a déjà été, la carte ne restait pas en mémoire. Ce qui pouvait laisser des situations comme ça, où ce que le joueur a cartographié beaucoup de choses intéressantes dans le monde, mais tout ce qu'on voit, c'est les données dans les dernières minutes de sa session en cours de déplacement. Donc, on trouvait ça un petit peu étonnant. Quand je suis arrivé dans la communauté du jeu, il y avait déjà un peu de travail qui avait été fait pour commencer ça. Donc, comment qu'on approche la cartographie d'un jeu comme ça quand le serveur est en ligne, puis nous, on veut le cartographier? Il y a un mode qui a été créé pour le jeu, qui permet d'exporter les données de la carte qu'on voit au fur et à mesure qui sont affichées, de les transformer, puis après ça, on va les afficher vers une carte web. Donc, en gros, il y avait déjà un module développé par d'autres joueurs qui s'appelait Automap, qui, lui, cartographiait les données, les sortait du jeu, puis les mettait dans un petit fichier HTML local, comme on voit en bas à droite ici, qui était boboche un peu. Moi, venant du monde de la géomatique, je ne leur ai pas posé d'essayer d'améliorer ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par écrire des scripts pour prendre les données que les autres exportaient, qui étaient juste des images qui n'étaient pas géoréférencées, pour les géoréférencer, justement. Donc, après ça, on y va en deux branches. Toutes les données raster, je les ai passées dans GDAL avec GDAL to Tiles pour faire des tuiles qu'on peut afficher dans le web. Après ça, les données vectorielles, je les ai catégorisées, je les ai transformées en GeoJSON avec des scripts Python. Tout ça qui est envoyé dans une carte web OpenLayer 6 que je vais vous présenter. Donc, la carte, c'est une carte collaborative. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est tous les endroits que les joueurs qui utilisaient la modification ont parcouru. Comme le jeu a des saisons et tout, vous pouvez voir dans le noir, ça fait comme une carte satellite. Parce qu'il y a des joueurs qui sont passés en hiver, on voit la neige, puis quand ils sont passés en été, on voit que c'est vert. Puis quand on va plus dans le sud du monde, ben là, il n'y a plus de neige. On se ramasse proche de l'équateur, où il y a plus de désert, puis de choses comme ça. Donc, le résultat de la carte interactive marche très bien. On peut voir les points d'intérêt que je vais vous montrer sur la prochaine slide, mais on a une légende à gauche qui en montre quelques autres. On peut zoomer rapidement, comme dans Google Maps. Ça zoome instantané, ça zoom out instantané. On peut envoyer des liens aux autres joueurs grâce à l'URL qui se met toujours à jour avec la position qu'on voit. Donc, on peut juste copier-coller ça, l'envoyer aux autres joueurs, puis leur montrer des parties du jeu. On voit aussi en gris, si vous regardez en arrière, on a fait une requête sur le serveur pour lui demander tout ce qui a déjà été exploré, mais que les joueurs n'ont pas cartographié. Fait qu'on sait exactement où les joueurs ont déjà été dans le monde, parce que le monde se génère à mesure qu'on l'explore. Aussi, si vous voyez, dans le jeu, il y a ce qu'on appelle des translocateurs, qui est un terme fancy pour dire des télétransporteurs. Il y en a beaucoup. C'est les points mauves que vous voyez là. Donc, ça nous permet de toutes les cartographier. Quand on met notre curseur par-dessus, ils viennent plus clairs comme ça pour nous permettre de tracer des chemins. Puis aussi, les joueurs peuvent mettre des signes sur les télétransporteurs en jeu pour les catégoriser. Comme vous voyez ici, ça, c'est comme une centrale de téléportation dans le jeu. Ils ne sont pas de la même couleur. Fait qu'on peut, en suivant ces lignes-là, dans le reste du monde, on peut voir très bien où sont les télétransporteurs qui nous ramènent au hub central pour aller voir les autres joueurs. Il y a aussi des marchands dans le jeu qu'on peut voir ici par les symbologies ici, qui sont toutes répertoriées par type. Dépendamment de ce que les joueurs veulent acheter, ils savent où aller dans le monde. La symbologie est la même que celle que dans le jeu pour se faciliter de se retrouver. On m'a dit qu'elle n'était pas tout le temps super belle, mais c'est ce qu'on utilise pour l'instant parce que c'est calqué sur le jeu directement. Donc, c'est tout pour mon petit 5 minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le clavardage. Je vous remercie de votre présence. Merci, David. Super intéressant. Fait qu'on va partir. On va continuer avec Martin, le survol 20 ans de géomatique.
J'arrive, je m'essaye à partager. Parfait. Ce sera pas très long. Et voilà, ça devrait... Pierre, est-ce qu'on voit mon écran? Oui, c'est bon. Parfait. Ben, Martin Chevrier, directeur géomatique de Stantec. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler. Ce qui m'intéressait, c'était de faire une rétrospective sur les 20 dernières années en géomatique sur plusieurs aspects, juste comme, comme discussion à la machine à café. Fait que j'ai divisé ça en plusieurs périodes et en sujets. Les données, les logiciels de desktop, les logiciels de diffusion et des commentaires éditoriaux. Fait que la première période dont je voulais parler, c'est la première, au début de ma carrière à moi, de 2000 à 2005. Écoutez, les données à ce moment-là, c'était très rare. Si on avait besoin d'une donnée, généralement, il fallait la créer. Fait qu'il y avait énormément de projets de création de données. Au niveau des logiciels desktop, ben, c'était un duel épique entre MapInfo et ArcView, puis il y avait des batailles de fonctionnalités. C'était assez... il y avait d'autres logiciels, mais les discussions de géométriciens au Québec, en tout cas, ça se passait pas mal entre ces deux logiciels-là. Diffusion de données, pour ceux qui s'en souviennent, ça existait, là, mais on va passer... c'était pas facile comme aujourd'hui. En 2-3 clics, ça prenait beaucoup d'efforts pour publier quelque chose. Puis, commentaire, à ce moment-là, on était dans un duel entre les géographes et les arpenteurs géomètres pour savoir qui avait le droit de faire de la géomatique ou qui était le porte-flambeau de la géomatique. Petit aparté, en 2005 est arrivé Google Maps. Google Maps qui a été très apprécié pour plusieurs raisons, mais particulièrement parce qu'il a facilité notre vie à tous pour être capable d'expliquer à nos amis, parents et autres qu'est-ce qu'on faisait dans la vie. Parce qu'avant ça, ça prenait beaucoup de temps expliquer c'était quoi un géométricien. Beaucoup de temps étant plusieurs dizaines de minutes pour que quelqu'un finisse par comprendre où il se stand avant ce qu'on faisait. Tandis qu'avec l'arrivée de Google Maps, je fais des Google Maps dans la vie puis je mets d'autres sortes d'informations dessus. Ça nous a facilité la vie, ce que je trouve. Après 2006 à 2010, là, c'est un autre changement. Il y a beaucoup de données, mais elle a été générée dans la période d'avant d'un peu n'importe quelle façon. Hein. On n'était pas assez organisé pour penser déjà à la structurer de bonne façon pour le futur. Fait qu'elle a été... il y a beaucoup de données, elle n'est pas bien documentée. La notion de métadonnées, là, c'est très abstrait dans cette période-là. Au niveau des logiciels de bureau, dans mes souvenirs, ça me semble évident que Esri prend le dessus à ce moment-là. MapInfo a eu la grippe et n'est plus un compétiteur à cette période-là ou beaucoup moins important. Diffusion de données, c'est le début de la prospérité de la diffusion de données. Là. Il y a toutes sortes d'applications qui sont disponibles sur le marché puis qui sont plus, chacune a ses forces et sont plus ou moins faciles à utiliser. Et puis, il y a l'arrivée qui vient de rajouter au duel entre les géographes et les géomètres, les fameux ingénieurs en géomatique de l'Université Laval qui viennent pimenter le tout. 2011 à 2015, là, on parle le concept de métadonnées là, devient de plus en plus présent. Les gens ont compris que de la donnée, c'est important, mais comprendre la donnée, ça devient de plus en plus essentiel et important. Apparition des données ouvertes, comme le disait Véronique un peu tout à l'heure. Esri toujours un joueur dominant de mon point de vue. Il y a d'autres solutions, bien évidemment, mais Esri est le grand joueur. Côté diffusion, les logiciels Esri sont, de mon point de vue, dominants à cette période-là, mais il y a toujours toute une autre panoplie, de plus en plus d'autres logiciels qui permettent de faire le travail. Puis depuis 2015 à 2020, disons, il y a de plus en plus, la notion de métadonnées est encore plus présente, ça devient même essentiel. C'est difficile de parler de données sans parler de métadonnées. Les données ouvertes sont de plus en plus présentes, puis même on parle de plus en plus de flux de données et d'accès libre aux données, non pas juste d'aller télécharger des données de façon statique. Au niveau des logiciels de desktop, moi, je vois que c'est un duel entre Esri et les logiciels libres comme
QGIS. Fait que ça change à toutes les quelques années, ce jeu-là, mais on voit qu'il y a une tendance Esri un peu partout. Niveau diffusion, ben, il y a beaucoup de solutions encore. Esri est un joueur important, mais il n'y a pas du tout un monopole. Il y a plein de solutions. Puis si on fait une petite aparté entre 2000 puis 2000 de nos jours, publier une donnée, ça n'est pas du tout la même chose. Publier une donnée en 2000, c'était presque comme aller escalader le Mont Everest, tandis qu'aujourd'hui, publier une donnée, c'est même pas aller faire une randonnée à Saint-Bruno. Puis ce qui est particulier aujourd'hui, c'est ben, tout le monde veut faire de la géomatique. Puis là, on se demande, au début, c'était les géographes versus les ingénieurs, les arpenteurs géomètres, mais maintenant, est-ce que nous, les professionnels de la géomatique, qui sont les géographes, les arpenteurs géomètres, les ingénieurs en géomatique, sommes encore plus nombreux que toutes les autres personnes qui jouent dans le domaine ou qui œuvrent dans le domaine de la géomatique? Moi, j'en doute. Je pense que ça s'est beaucoup démocratisé dans notre domaine. Et voilà, ça fait le tour de ce que je voulais discuter aujourd'hui. Espérons que ça vous a diverti. Hey, merci Martin. Donc, ça met un terme à nos présentations. Donc, je remercie tous les présentateurs. Je pense que ça a été super intéressant. Je remercie encore à tout le monde qui nous ont suivis aujourd'hui. Vous êtes encore une quarantaine en ligne. Donc, je pense que ça veut dire que ça vous a plu en quelque part. Les microconférences vont être disponibles. Nicolas, vont être disponibles où les vidéos? En ligne? Les vidéos vont être disponibles sur YouTube, puis les présentations sur SlideShare. On va partager le tout via le site de Meetup. Il y a une couple de questions dans le channel de conversation. Ça serait peut-être un bon moment pour oui, effectivement. Répondre, c'est correct. Donc, Nicolas, justement, il y en avait une qui était dirigée vers toi, donc de M. Tom Ladry. Donc, la question est jusqu'à quel point les maps vector tiles sont-elles similaires ou compatibles avec aux standards émergents de l'OGC, par exemple OGC API Tile? Je ne connais pas exactement ce nouveau standard de l'OGC, mais c'est clair que, encore une fois, le MVT a shaké un petit peu la manière de faire. Normalement, tu définis un standard par l'OGC qui est adopté ensuite par tout le monde. Eux, ils ont comme imposé un format, puis tout à coup, tout le monde s'est dit hey, il marche, donc on va l'adopter. Donc l'OGC se revient de bord pour bénéficier de la performance de ces tuiles-là, de ces tuiles vectorielles. Donc, on peut s'attendre au même type de performance. Puis, je ne connais pas exactement l'appaysage, mais par exemple, le WFS3, qui a commencé à émerger et qui est compatible avec MapServer, par exemple, qui va être capable de diffuser du WFS3 et OpenLayers, qui est déjà capable de le digérer, a un très, très fort potentiel. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait différents standards. Puis, par exemple, celui d'Esri versus celui de Mapbox n'est pas le même. Des fois, il change juste... C'est niaiseux, mais tu changes l'ordre entre le Z et le X, puis voilà, c'est pas standardisé. Chacun a défini les endpoints comme ça. Donc voilà ce que je peux en répondre, mais c'est pas fini, ça c'est clair qu'il va y en avoir d'autres formats sous cette forme-là. Merci Nicolas, à bientôt, je l'espère. Yes, salut. Merci. Nicolas, on a eu une autre question pour toi dans le chat. Donc, bravo pour le projet. Souvent, il y a des difficultés à accéder aux données. Donc, si vous permettez, j'ai une question. Est-ce que la CMM a une entente d'accès aux données des municipalités? Sinon, comment vous procédez pour avoir autant de données? C'est clairement des données de la CMM, c'est des données effectivement des municipalités. Donc, par exemple, les bâtiments, c'est des données qui proviennent du rôle foncier. Puis la CMM est une entité publique. Donc, sur son conseil d'administration, c'est des maires des municipalités qui font partie de la CMM. Donc, ils ont des ententes pour pouvoir avoir accès aux données des municipalités. Et les applications servent à l'ensemble des municipalités. Donc, c'est ça, utilisé uniquement par la CMM, mais il y a une vocation d'être diffusée l'année prochaine au public, que l'application qu'il y ait une partie qui soit accessible au public. Puis les données sur la population, ça provient de Statistique Canada, donc c'est les données au recensement qui sont des données ouvertes. Mais sinon, oui, la CMM a des ententes avec les villes. Merci, Nicolas.
Donc, ça complète les questions dans le chat. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent poser des questions de vive voix. Donc, si oui, vous pouvez juste allumer vos micros et puis y aller. S'il y a plusieurs questions, on pourra y aller avec la main levée. Ça n'a pas l'air. Pierre, est-ce que tu voulais faire un mot de la fin, sinon? Oui. Ben, c'est bon. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est bon. On y va. Donc, merci à tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Pour nous suivre, différentes plateformes. On est sur Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn. Surveillez nos meet-ups, puis notre site web aussi qui bénéficie d'une toute nouvelle image. On apprécie vos commentaires sur le meet-up, puis aussi vos suggestions, là, si vous avez des sujets dans un prochain meet-up là, que vous voulez qu'on aborde. Donc, au nom du CA de la CSG Montréal, merci encore de votre présence, puis à la prochaine. Salut tout le Je monde. tiens à féliciter cette initiative là, du CA de la CSG actuelle. Vous avez fait un excellent travail. C'est super intéressant. C'est une belle formule. Ça se consomme facilement. Très instructif. Merci à vous. Merci, Gaëtan. Gaëtan. Merci, Gaëtan. Merci, Gaëtan. J'ai mis un sondage dans le chat, donc si vous voulez prendre une minute pour y répondre, donc c'est très, très court. Mais puis si vous avez aussi des présentations pour nous pour les prochaines fois, donc n'hésitez pas via le sondage. Merci. En effet, parce que là, on a épuisé nos sujets. Là, on attend la communauté géomatique pour renchérir avec les prochaines flash présentations. Salut tout le monde. Merci Salut, tout le bonne fin de monde. journée. Salut. Salut. Merci. Merci à tous.